Les demandes incessantes suscitées par nos glandes et nos réactions nerveuses sont extrêmement complexes, contradictoires et impérieuses dans leur nature, et soumises aux lois rigides et complexes de la psychologie, la physiologie, la biochimie et la physique. L'amusement faux ou insincère est la sorte d'activité qui ne répond pas aux exigences psychologiques réelles du système nerveux glandulaire humain, mais affecte simplement de le faire. L'amusement réel est celui qui est basé sur la connaissance des besoins réels et qui fait donc mouche. Ce dernier genre d'amusement est ce que l'art est. Et il n'y a rien de plus important dans l'univers. Entité cosmique ou simple mortel, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Howard Philip Lovecraft. Aujourd'hui, on va parler de Dagon, une œuvre majeure, non pas par la taille, mais par la profondeur, si je peux me permettre ce petit calembour. Et pour m'accompagner dans cette exploration des profondeurs de l'océan et de l'inconscient, je ne suis pas seul, mais au contraire, accompagné par ma thalassophobe préférée. Audrey, bonjour. Bonjour. Donc les profondeurs, tu iras les explorer tout seul, moi je reste dans l'inconscient. Ouf, je suis pas sûr que ça soit plus safe dans l'inconscient, tu vois. C'est pas ce que pense Carl Jung, mais... Je choisis mes ennemis. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Dagon, écrit à peine un mois après The Tomb, puisque The Tomb a été écrit en juin 1917 et que Dagon sera écrit au mois de juillet 1917. Donc ça y est, après des années de boudin, pendant lesquelles Lovecraft n'a pas voulu écrire de fiction, de renoncement, de découragement, je ne sais pas comment le dire, ça y est, il est parti, la machine se met en place et il va enchaîner les productions. Mais, comme d'habitude, on va commencer par un peu de contexte biographique. Mais vous allez me dire, mais comment vous allez faire de la biographie alors que vous avez fait le précédent épisode sur The Tomb et que là il s'est écoulé un mois? Est-ce que vraiment il y a besoin de faire une mise au point biographique pour expliquer ce qui s'est passé entre les deux nouvelles? Non. Je vous rassure, on va pas faire ce genre de point biographique. Par contre, vu que Dagon met en scène l'histoire d'une personne qui est fait prisonnier par des Allemands dans le cadre de la Première Guerre mondiale, je voulais un petit peu vous donner le contexte du regard politique, philosophique que Lovecraft portait sur la Première Guerre mondiale, puisque vous le savez, j'évoquais notamment dans l'épisode précédent, sa compulsion, enfin le fait de compulser, tu sais comment, du coup c'est pas la compulsion, parce que la compulsion c'est au sens la pulsion. Est-ce que les deux vont? Ça y est, on commence l'épisode par un petit un fumble grammatical et bécherelesque de ma part. Ouais, c'est dans accumulation plus en français, on dirait. Bah, si tu compulses des volumes, tu vois ce que je veux dire, dans une bibliothèque, ça se dit pas? Bah non. Je crois qu'on le dit pas. C'est quoi un anglicisme, tu ouais, penses? il me semble. La consultation, du coup. Bon, bref. La consultation compulsive de nombreux volumes journalistiques, y compris d'archives journalistiques, dans la bibliothèque municipale de Providence. Lovecraft avait donc une grande culture qu'on évoquait à l'épisode précédent. Il avait bien sûr des opinions nombreuses. En fait, il avait un peu des opinions sur tout, ce garçon. Et concernant la Première Guerre mondiale, il faut savoir qu'en fait, il était absolument furieux au sujet de la Première Guerre mondiale, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Le Robert nous dit compulser, consulter, examiner, feuilleter. C'est donc un verbe que l'on utilise en français. Ah voilà. Mais du c'est coup, moche, mais on peut l'utiliser. Du coup, si tu dis la compulsion, tu vois, attends, je vais chercher son transitif. Bah, donc je couperai ce blanc. Compulsation. Compulsation. Action de compulser, compulsation de témoignages, de documents, etc., etc. Donc, je vous le disais, Lovecraft était furieux au sujet de la Première Guerre mondiale, furieux notamment que les USA ne viennent pas en aide à l'Angleterre, puisque, vous le savez, il s'enorgueillissait finalement, en tout cas il revendiquait dans sa jeunesse, d'être opposé à la guerre d'indépendance des États-Unis, et considérait que bien sûr le pays aurait dû rester en état d'allégeance à la maison mère. Et en fait, ce qui le révoltait dans cette guerre, en fait, c'était... Alors, c'est moi qui emploie cette expression, l'agression interraciale. Alors, on va clarifier tout ça, bien sûr. Donc, en fait, en avril 1915, il écrit un texte dans le premier volume de son journal amateur à lui, qui s'appelle The Providence Conservatiste, je n'ai plus le titre exact, mais bon, voilà. Le Conservateur en français. Voilà, il écrit un premier texte qui s'appelle Crime of a Century, rien que ça.
Et d'ailleurs, après, quand il y aura l'attaque du Lusitania, pour ceux qui n'ont pas la rêve, donc c'est un sous-marin allemand qui a coulé un ferry américain, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était américain. Mais à l'époque, les États-Unis sont quand même pas intervenus. Et voilà. Ils ont joué la montre. Mais il écrira aussi un poème qui sera lui intitulé Le crime des crimes. Mais pour rester sur son pamphlet Le crime du siècle, en fait, voilà ce que Lovecraft dit. Bien au-dessus de crimes nationaux tels que les complots serbes contre l'Autriche ou le mépris allemand à l'égard de la neutralité belge, bien au-dessus de choses aussi tristes que la destruction de vies innocentes ou des biens, se profile le plus suprême de tous les crimes, une offense non seulement contre la moralité conventionnelle, mais contre la nature elle-même, la violation de la race. Dans l'alignement racial contre nature des différentes puissances en guerre, nous constatons un défi au principe anthropologique qui ne peut que présager de mauvais augure pour l'avenir du monde. En effet, pour Lovecraft, tout ce beau monde, donc les Autrichiens, les Scandinaves, les Hollandais, la Belgique, les Anglais, l'Allemagne, qui s'appelle pas encore Allemagne à l'époque d'ailleurs, techniquement, en fait c'est la Prusse. Oui. Puisque c'est suite à la révolution bolchevique de 1917 que la Prusse va, et à la défaite en tout cas en 1918, j'ai plus la date exacte, mais enfin, c'est ce qui fait qu'en gros, désolé de citer Hitler si tôt dans l'épisode, mais bon, c'est ce qui fait que Hitler, en fait, rentrant du front pendant la Première Guerre mondiale, découvre en gros que le pays pour lequel il s'est battu n'existe plus. Voilà, ce qui va jouer un petit peu dans son nationalisme dont on connaît les conséquences historiques. Bref, pour Lovecraft, tout ce beau monde, ce sont des teutons. Voilà, et les teutons, ce serait, selon lui, le sommet de l'évolution. Alors, je ne rentre pas plus que ça dans le détail du pamphlet, mais il cite notamment un concept un peu barbare, que je vais essayer de ne pas écorcher, qui s'appelle le je vais l'écorcher en fait. Le Xantocroy, alors en anglais, Xantocroy, je ne sais pas comment ça se prononcerait en français, un concept qui vient d'une personne dont vous avez peut-être entendu parler en tant que bulldog de Darwin, à savoir Thomas Henry Huxley. Et en fait, Huxley était notamment, si je ne dis pas de bêtises, un anthropologue, et peut-être un biologiste, je n'ai pas sa fiche Wikipédia sous les yeux, mais il a écrit notamment un essai qui s'appelle On the Methods and Results of Ethnology, dans lequel justement il introduit ce terme. Donc c'est en gros les peuples à la compléxion pâle avec les cheveux blonds. Il introduit aussi les mélanocroïs, ce n'est pas une blague. Donc ce sont les gens qui sont pâles de peau mais qui ont les cheveux noirs. Donc c'est tout le bord méditerranéen en fait. Bref, c'est à cet auteur que Lovecraft fait référence. Alors c'est pas sa seule influence et Joshi en fait est un peu perplexe sur le racialisme de Lovecraft, sur qu'est-ce qui a pu l'amener à avoir ces théories. Je vais pas détailler ça dans cet épisode, je pense qu'on pourra faire un gros point plus structuré sur le racialisme de Lovecraft, peut-être au moment de chroniquer Horror à Red Hook, qui est considérée comme une de ses pires nouvelles sur le plan du racisme implicite, enfin pas forcément implicite d'ailleurs, à moins qu'on garde ça pour La Rue, c'est un peu considéré comme les deux pires nouvelles en matière de haine raciale. Mais ce qui est intéressant, par contre, et que la nuance que je voudrais apporter tout de suite, c'est qu'en fait, Thomas Henry Huxley, en fait, était un abolitionniste, d'accord, qui a quand même dit, notamment au sujet de la guerre de sécession, « Le Nord est justifié dans toute dépense de sang ou d'argent qui éradiquerait un système désespérément incompatible avec l'élévation morale, la liberté politique ou le progrès économique du peuple américain. » Alors je sais qu'il y a des petits malins qui vont me dire que ouais, mais en fait, la guerre de sécession, en fait, les nordistes, ils n'étaient pas spécialement non racistes. Et effectivement, les nordistes étaient... Enfin, on le voit en fait dans la situation des Afro-Américains après la guerre de sécession. Il y a d'excellents documents sur, notamment lors du mouvement des droits civiques, quand les Noirs des États du Sud vont dans les États du Nord, notamment à Chicago par exemple, pour travailler, ils sont très mal reçus, ils sont ghettoisés aussi. Et dans certains cas, quand ils se pointent dans des banlieues résidentielles qui sont en gros des fiefs polonais, enfin d'immigrés polonais, les mecs se font quasi lyncher par les Polonais. Donc, bon, on est très très loin d'un truc très simple où il y aurait les vilains sudistes racistes et les gentils nordistes complètement antiracistes, touche pas à mon pote, etc. On sait qu'il y avait beaucoup plus des questions économiques derrière la guerre de sécession que des questions vraiment philosophico-altruistes, mais qu'une partie des nordistes ont utilisé en fait on va dire l'excuse des droits humains en fait pour militer pour l'abolition de l'esclavage. Toujours est-il que dans le cas de Huxley en particulier, en fait, il voulait que les Noirs aient le droit de vote et les femmes aussi. Donc c'est pas vraiment un abominable racialiste.
J'ai une toute petite citation qu'il a donnée en ce sens, où il dit « Il n'y a pas l'ombre d'une justification pour l'affirmation selon laquelle la moindre modification existante de l'humanité maintenant connue devrait être considérée comme une forme intermédiaire entre l'homme et les animaux immédiatement inférieurs à lui dans l'échelle de la faune mondiale. En décodé, les noirs sont égaux avec les blancs. » Lovecraft a pris peut-être ce qu'il voulait prendre dans les textes d'Huxley, dans les concepts, etc. Et il a été de toute manière influencé par d'autres auteurs dont on retrouve ces livres dans la bibliothèque, mais ça, je vous le dis, on le gardera pour plus tard. Pour en revenir à la guerre, notez que Lovecraft sera également très remonté contre les Irlandais, en particulier les immigrés irlandais aux États-Unis, à cause de leur neutralité, voire même de leur pro-germanisme, puisqu'évidemment les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tout ça, donc les Irlandais et les Anglais, c'est pas le grand amour. Et c'est vrai que les Irlandais se sont un peu fait... j'ai pas de terme, je vais pas dire génocidé, mais c'est vrai que la situation en Irlande du Nord, c'est quand même une ironie et une violence historique assez extraordinaire. Mais, en fait, à l'époque où je préparais cet épisode, et donc j'étais en train de lire la biographie de Lovecraft, enfin, une des biographies de Lovecraft, et en l'occurrence I Am Providence, de S.T. Joshi, je me suis fait la réflexion, de façon un peu moqueur, je l'avoue, de me dire que c'était bien beau de faire des pamphlets contre la guerre et contre la neutralité des vilains irlandais, que tout le monde Lovecraft n'aimait pas en général. Et en fait, c'est bien beau de faire tout ça alors que tu es reclus chez toi et que tu es un intellectuel et que tu es en situation de crise de nerfs chronique. Parce que j'ai réalisé en fait que je passais mon temps à dire on ne peut pas traduire nervous breakdown par dépression nerveuse, mais on l'aurait traduit sans doute par crise de nerfs à l'époque. Bref, je me suis dit, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Enfin, ça fait partie des intellos de salon comme ça, qui font des grands discours, mais qui ne joignent jamais l'acte à la parole. Eh bien, figurez-vous que, avant même, en 1917, que Wilson lance la conscription, Lovecraft va essayer de s'engager dans la garde nationale de Rhode Island. Voilà. Il fait ça au mois d'avril, et on a donc un témoignage de Lovecraft que je vais vous partager parce que, à votre avis, est-ce que Lovecraft a été recalé à cause de sa condition ? Ça paraît probable. Il y a quelque temps, impressionné par ma complète inutilité au monde, je résolus de tenter l'engagement malgré mon état presque invalide. J'arguais que si je choisissais un régiment qui devait prochainement partir pour la France, ma pure force nerveuse, qui n'est pas négligeable, pourrait me soutenir jusqu'à ce qu'une balle ou un éclat d'obus se débarrasse de moi efficacement et définitivement. En conséquence, je me présentai au poste de recrutement de la garde nationale de Rhode Island et demandai à entrer dans n'importe quelle unité qui partirait la première sur le front. En raison de mon manque de formation technique, on me dit que je ne pouvais pas entrer dans l'artillerie de campagne, qui part la première, mais on me donna un formulaire de candidature pour l'artillerie côtière, qui serait envoyé après une courte période préliminaire de service dans l'un des forts de la baie de Narragansett. Les questions qui me furent posées étaient puérilement inadéquates, et en ce qui concerne les exigences physiques, elles auraient admis un invalide chronique. L'examen médical portait uniquement sur les troubles organiques majeurs, dont je ne suis pas atteint, et me retrouvai bientôt, comme je le pensais, soldat dûment inscrit dans la 9e compagnie de la garde nationale de Rhode Island. En voilà une surprise! Qui aurait cru que notre reclus de Providence allait être engagé? Mais vous allez me dire, Lovecraft est mort en 1937 d'un cancer, il n'est pas fait mention nulle part qu'il a fait la guerre. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, on parlait des profondeurs de l'inconscient. Voilà ce qui s'est passé de l'aveu même de Lovecraft. Comme vous l'avez peut-être déduit, je me suis lancé dans cette aventure désespérée sans en informer ma mère. Et comme vous l'avez peut-être également déduit, l'effet produit à la maison était loin d'être léger. En fait, ma mère était presque prostrée par la nouvelle, car elle savait que ce n'était que par une rare chance qu'un faible comme moi pourrait survivre à la routine rigoureuse de la vie au camp. Ces activités ont rapidement amené ma carrière militaire à sa fin pour le moment. Il suffit de quelques mots de notre médecin de famille concernant mon état nerveux pour annuler l'enrôlement, bien que le chirurgien militaire ait déclaré qu'une telle annulation était très inhabituelle et presque contraire aux règles du service. Mon statut final est celui d'un homme rejeté pour invalidité physique. Toujours de la faute des femmes. Joshi nous avoue qu'il ne sait pas trop quoi faire, en fait, des expressions fréquentes de souhait, je cite, souhait ou en tout cas manque de préoccupation au sujet de l'autodestruction de Lovecraft. Voilà, sous-entendu, est-ce qu'en fait il était tellement traumatisé, je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, par son échec scolaire, qui serait la cause de cette 4e nervous breakdown, dont il commençait à sortir quand même en 1917,
Est-ce que ce serait lié à ça? Et est-ce que ce serait en fait finalement une forme de tentative de suicide ou... Voilà. Moi, je pense qu'on peut comprendre en fait. Alors, je vous lis pas toutes les citations pour pas faire trop long, mais dans une autre citation qui est donnée par Joshi, toujours à ce sujet, il explique en fait que tous ses proches, tous les gens qu'il a connus dans sa scolarité et dans le voisinage en fait à Providence, sont partis, se sont engagés. Pas forcément, il y en a qui deviennent médecins, etc. C'est pas tous des Navy Seals, mais il dit c'est deserting, donc écœurant littéralement, d'être le seul non-combattant parmi une profusion de fiers recrues. Je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il a travaillé, et en fait il sera en plus recalé aussi lors de la vraie conscription. En décembre de 1917, il reçoit son questionnaire à remplir, et il dira notamment « Ce n'est point flatteur de me voir rappeler ma complète inutilité 2 fois en l'espace de 6 mois. » Mais il avoue que finalement le docteur a peut-être raison de considérer que mon manque d'endurance physique aurait fait de moi un encombre plutôt qu'une aide dans toute tâche nécessitant horaire et discipline. Et c'est donc le moment d'aborder Dagon sans plus de préambule. Voilà, et je propose donc que Audrey nous fasse un petit résumé de cette nouvelle séminale. Un homme se prépare au suicide car il ne supporte plus sa situation. Marin pendant la Première Guerre, il est fait prisonnier mais parvient à s'enfuir. Sauf que c'est un mauvais marin, donc il finit par s'échouer et se réveille couvert d'une boue noire bien étrange. Il va explorer l'île, pas la ville française, hein, vraiment le petit. Celle au milieu de l'océan, et il va y découvrir des choses qu'il aurait préféré ne jamais voir. Secouru, un peu mystérieusement, il se retrouve à l'hôpital de San Francisco, mais en fait il aurait préféré mourir car personne ne va jamais croire ce qu'il a vu, et qui le hantera jusqu'à sa mort. C'est beau. Bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Voilà, lisez cette nouvelle qui est excellente. Blague à part, est-ce que tu as aimé cette nouvelle, Audrey? Oui. Ok. Malgré son sujet terrifiant. Oui, alors peut-être il faut que je précise pour nos auditeurs que je ne blaguais pas en fait quand je disais que je serais accompagné de ma thalassophobe préférée, car tu es réellement thalassophobe, et même dans la thalassophobie, il n'y a pas forcément la peur des animaux marins. En fait, à la base, quand on regarde la définition, c'est vraiment la peur des grandes étendues d'eau, etc. C'est ça, en fait, moi, j'ai même pas tant peur de l'eau que ça, c'est vraiment, j'ai juste peur de ce qui vit dedans. Notamment des poissons, donc tu es entre autres ichthyophobe. C'est ça. Pour le dire à la française, hein, parce qu'en anglais c'est c'est un peu bizarre avec les deux H à prononcer, mais ichthyophobe, bien. Alors même, tu vois, si on devait hiérarchiser les poissons, ça va à peu près. Okay. Ceux qu'on croise communément, j'ai envie de dire. Les fameux poissons. Alors, on vous a pas dit, mais on habite à Innsmouth, en fait, donc on croise beaucoup de poissons communément. Non, mais voilà, les poissons rouges, les truites, les carpes, admettons. Morts chez le poissonnier, c'est déjà compliqué. Ouais. Les crustacés, crabes, crevettes, tout ça, c'est compliqué. Mais alors, tout ce qui a des tentacules et qui est vraiment visqueux, je vais pas faire la liste ici parce que c'est vrai que juste prononcer les mots, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, tout ce qui a des tentacules, c'est vraiment le level un peu maximum des enfers. Donc effectivement, là, vu que c'est une des premières apparitions, voire même la première apparition d'un monstre à tentacules dans l'œuvre de Lovecraft, je sens que pour moi, les ennuis commencent. En fait, techniquement, tu notes qu'il n'a pas de tentacules. Hein. Il est... Alors, il est fait état du fait que sur les bas-reliefs, il y a des pieuvres, etc. Tu vois, il y a une scène avec une baleine, notamment, qui sert à donner l'échelle. On était là, il y a une baleine, et puis la créature anthropomorphe est aussi grande que la baleine, etc. Bah, il a des bras d'écailles. Donc avec les tentacules, c'est pas pareil. Non, mais bon, on s'y rapproche quand même, on s'en approche quand même un petit peu. Oui, mais il reste du côté pisciforme, enfin. Oui. Tu vois, ça reste une écaille de poisson. Oui, okay, il y a les tortues aussi qui ont des écailles, etc. Est-ce que t'as peur des tortues? Non. C'est mignon les tortues. Oui, ça va. Ça flotte. Donc voilà, j'ai peur de tout ce qui vit dans l'eau, sauf des loutres. Oui, mais la loutre, c'est un mammifère. Et déjà, en plus, ça vit... Bah, les loutres de mer et les loutres de rivière, en fait, elles vivent conjointement, mais tu pourras couper, c'était juste pour la blague. Ah non, mais... Parce qu'en fait, à chaque fois, tout le monde me dit « Ah ouais, du coup, t'as peur des loutres ?» Non, la loutre est le meilleur animal du monde. Très bon. Venez pas me lancer dessus. Et qu'est-ce qui t'a plu, du coup, dans cette nouvelle? Ce qui fait que j'ai bien aimé, c'est, en fait, comme je sais un petit peu ce qui va arriver dans le reste de son œuvre, là, c'est vraiment les prémices. Et donc, on se dit que ça commence vraiment tout doucement. Voilà, on sait que le personnage veut en finir, mais à la fin, on sait pas s'il va le faire ou pas. On a un petit suspense. Bon, vu la dernière phrase, il y a quand même de grandes chances qu'il passe à l'acte. Mais, à moins que quelque chose soit vraiment en train de venir le récupérer, et du coup, auquel cas, il n'aurait plus besoin de se suicider, puisque peut-être que la chose va s'en charger pour lui. Ça, on ne sait pas. Là encore, c'est une nouvelle assez courte, et je trouve là encore une fois que c'est assez dommage que
L'action commence basiquement dans les 4 derniers paragraphes. Ok. Sur les toutes premières pages, c'est un petit peu le récit de comment il en est arrivé là. Mais vraiment, la description du monstre, tout ça, c'est vraiment les 4 derniers paragraphes. Enfin, c'est un petit peu le principe de la nouvelle aussi, c'est que ça doit être très, très court, très condensé. Mais peut-être qu'on pourrait avoir quelques pages de plus, peut-être des descriptions en plus, ça manquerait pas, je pense. Ok. Des descriptions de ce qu'il voit sur l'île, par exemple, ou... Oui, c'est ça, ou même un petit peu son retour en bateau. Parce qu'au final, c'est assez peu décrit. Bah parce qu'en fait, il se réveille directement... Le Oui, c'est retour vrai en bateau, que, ouais, il il tombe, est repêché, en fait, on ne sait pas. Il y a cette idée qu'une fois qu'il voit le monstre, enfin, qui donc serait Dagon, on va revenir là-dessus, une fois qu'il voit Dagon, bah en fait, il est en état de choc, et dans un état de... où même s'il retourne au bateau, il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait, il explique qu'il a ri et qu'il a chanté. Dans cet état de choc, il va au bateau, et après, limite, il se réveille à San Francisco, et il apprend qu'il a été récolté par un bateau américain. Donc... Et ouais, mais du coup, c'est encore, tu vois, un petit peu ce truc qu'on avait déjà dans les nouvelles précédentes. Ah bah, je me réveillais et en fait, tout était là. Oui, bon, bah, le coup du... Et en fait, c'était un rêve. Bon, peut-être qu'en 2024, on se lasse un peu. Ah, parce que tu penses que c'était un rêve ? Non, mais il y a un peu ce truc-là de... Ah bah, je sais pas ce qui s'est passé parce que je me suis endormi et si ça se trouve, j'ai rêvé, on ne le saura jamais vraiment. Tu vois. Peut-être qu'en fait, c'est pas lui, c'était pas Dagon, c'est peut-être son jumeau ou un rêve, ou en fait, ils étaient deux. On ne sait pas, tu vois. Alors en fait, il y a une légère ambiguïté, mais je pense en fait c'est même pas vraiment une ambiguïté. Je pense que c'est juste un peu un clin d'œil, presque peut-être un clin d'œil à The Tomb et à Poe, etc. Parce que il nous dit qu'en fait, une fois qu'il part à la dérive, parce que donc le personnage, un subrécargue, j'ai découvert ce mot en lisant la nouvelle, ce personnage réussit à s'échapper du bateau allemand. Et il explique d'ailleurs qu'il est nul en navigation. Du coup, tu vas me dire, bah, qu'est-ce que tu faisais sur le bateau ? Je sais pas. Bah, après, tu peux être juste un manutentionnaire sur un bateau à l'époque, t'es pas obligé de savoir naviguer, quoi, mais bon. On a bien la bravème maritime pendant les JO, dont les conditions d'accès ne nécessitent pas forcément de savoir nager. Donc, C'était le petit pamphlet anti-police. et anti-JO. Et anti-JO. Alors ça, anti-JO, je te rejoins complètement, bien sûr. C'est nous qu'on paye avec notre argent. Mais oui, bah, effectivement, tu peux dire, si on recrutait vraiment les gens sur la base de leurs compétences, il y aurait 10 fois plus de chômeurs dans le pays. Mais en fait, il dérive et il explique qu'il s'endort. Il emploie notamment le terme de slumber. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, et là encore, c'est peut-être une des imperfections de la nouvelle, il dit en gros, mon sommeil était ininterrompu, bien que peuplé de cauchemars. Et tu vas dire, bah, si tu fais à ce point-là des cauchemars et des rêves étranges, peut-être tu pourrais te réveiller. On a tous connu ce truc où on est surtout sur un bateau à la dérive. Il fait jour, il fait nuit, tu vas être réveillé par le soleil, il y aura la houle qui va te secouer un petit peu, même si la mer est calme. Enfin, c'est typiquement le genre de sommeil. Si vous avez déjà fait du bivouac, par exemple, et que vous devez rallumer un feu, enfin entretenir un feu, l'alimenter toutes les 2 ou 3 heures, ou vous serez réveillé par ça, ou par le bruit des arbres autour, etc. Et je pense que sur l'océan, c'est pas mieux. Il y a quand même un certain degré de stress, etc. J'ai du mal à penser qu'il pourrait ne jamais se réveiller. En fait, justement, il y a des fois où tu fais tellement cauchemar sur cauchemar que tu n'arrives pas à en sortir et tu n'arrives pas à te réveiller. Ah, ok. Un peu style paralysie du sommeil, en fait. Alors, sans que ça en soit vraiment, mais oui, un petit peu dans ce style-là où tu enchaînes cauchemar sur cauchemar et tu sais que tu dois te réveiller, qu'il le faudrait, mais ton inconscient fait pas le switch et du coup, tu parviens pas à te réveiller. En fait, c'est presque du cauchemar lucide, mais pas complètement, quoi. C'est ça. Bon, on précise d'ailleurs pour ceux qui connaissent peut-être pas le concept de rêve lucide, c'est quand à un moment vous êtes en train de rêver et vous prenez conscience que vous rêvez et normalement ça vous donne un peu de pouvoir sur les événements du rêve. Donc vous pouvez vous retrouver dans cette situation où par exemple vous faites un rêve érotique et voilà et vous dites mais je suis en train de rêver et je suis avec des... Bon, je vais prendre mon cas d'homme hétéro cisgenre, hein. Je suis avec des meufs trop bonnes. Je suis en train de rêver. Mais du coup je fais ce que je veux et que c'est mon rêve et que je sais que je rêve. Qu'est-ce qui te faisait rire ? Non, mais c'est que par exemple, moi la dernière fois, j'ai fait un cauchemar lucide où je devais me cacher d'un tueur et j'étais dans un très grand immeuble. Et donc, ça faisait dans mon cauchemar plusieurs heures que j'étais caché. Et j'ai mon inconscient qui est arrivé et qui s'est dit mais ça fait trop longtemps là en fait. Genre, il faut qu'il se passe quelque chose. Et du coup, je me suis réveillé parce que ça faisait trop longtemps que j'étais caché du tueur en série. Je ne sais pas ce que ça dit de moi, mais... Parce que du coup, c'était un cauchemar, mais en fait, du coup, il n'y avait plus de menaces. Donc ton inconscient, il se faisait chier, il était en mode généralement, j'ai demandé un cauchemar, il doit se passer des trucs, je dois flipper, là, je flippe pas. C'est ça, j'ai pas signé pour ça, les gars. Bref, je trouve ça un peu imparfait, comme je le disais. Ce truc qui est peut-être censé nous faire penser que est-ce que vraiment ce que le protagoniste a vécu, c'était pas un rêve parce qu'il dérivait sur l'océan et que du coup, avec la fièvre de la mer, hein, c'est un concept qui existe chez les marins, la sea fever. Bon, moi personnellement, je pars du principe qu'il a vraiment trouvé cette île et qu'il a vraiment vu la créature.
Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Alors, dans les commentaires, il me semble que sur les avis de podcast, on peut pas trop laisser des commentaires épisode par épisode, mais quand la vidéo sortira sur YouTube éventuellement, ou tout simplement à l'adresse lovecrafttherapypodcast@gmail.com. Ou sur Instagram, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et oui, tu fais bien de le rappeler, car lors de l'épisode précédent, j'ai dit que j'étais très peu actif sur Instagram, et c'est pour ça que j'ai confié les clés de la boutique à Audrey. Donc voilà, sur Instagram, c'est avec elle que vous interagirez. Sur Twitter, c'est avec moi. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ça met trop de temps à démarrer, parce qu'en fait, pour moi, l'ouverture en soi, c'est déjà une ouverture très forte. On retrouve en fait une tradition, enfin en tout cas ce qui va devenir une tradition Lovecraftienne. On l'a eu avec The Tomb. C'était la toute première occurrence de ce gimmick-là. Dagon, c'est la deuxième, et on a le protagoniste, qui dès les premières lignes, protagoniste et narrateur du coup, qui dès les premières lignes nous annonce qu'il est, là en l'occurrence, à deux doigts de se suicider, morphinomane, etc. Et c'est une figure, cinématographique. Je pense que ça se pratiquait dans les nouvelles avant le cinéma, la preuve, hein. Mais c'est ce qu'on appelle How Did We Get Here. Pour ceux qui connaissent un peu la franchise Mission Impossible, je vais prendre cet exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête. Dans Mission Impossible 3, le film s'ouvre sur Tom Cruise qui est attaché à une chaise. En face de lui, une femme est en otage et on a le grand méchant Agro-Grou qui veut sa patte de lapin, le fameux truc dont personne ne sait ce que c'est finalement, à part peut-être une arme chimique. Le monsieur Seymour Hoffman qui dit « Je veux la patte de lapin !» et qui compte et qui tire dans la tête de la femme attachée devant Tom Cruise. Et après, générique, avec la célèbre musique de Léo Schifrin, magnifique, magnifique. Et hop, on repart dans un flashback en fait. Voilà. Et ça, c'est un truc que vous trouvez dans plein d'autres films. T'as peut-être d'autres exemples en tête comme ça. Alors là, j'en ai pas comme ça qui me viennent, mais c'est déjà quelque chose en fait qui dans le cinéma me dérange. Ok. Moi, je suis pas ultra fan de ce truc-là. D'accord. Hey, vous vous demandez comment j'en suis arrivé là ? Et dans Five de Igor Gottsman. Ok. Qui est une comédie française avec François Civil et Pierre Ninet. Comédie de bande de potes, et c'est justement, ça commence en Thaïlande sur une petite île. Et... Je pense à un autre exemple, American Beauty de Sam Mendes. Commence par ça, puisque ça commence par la voix off de Kevin Spacey qui dit aujourd'hui je suis mort ou quelque chose comme ça. Et je sais plus si on le voit vraiment, si on voit son cadavre avec le sang sur le crâne, etc. Mais en tout cas, la voix t'annonce la fin du film. Et donc le truc c'est de se dire mais comment on est arrivé là en fait. Et tout le film finalement n'est qu'un immense flashback. Et ça nous permet de parler de Sam Mendes sans que j'ai à faire de blagues sur 1917. Très astucieux, je sais pas si tout le monde l'aura celle-là. Mais oui, je peux comprendre que ça te dérange comme dispositif. Parce qu'on peut dire c'est un peu facile, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir le film avec un truc classique en 3 actes, situation normale, puis perturbation, puis résolution, etc. Mettons par exemple Alien, situation normale, des camionneurs dans l'espace, perturbation, un signal de détresse. Voilà. Ça veut dire que là on doit poser le contexte, etc. Alors qu'avec le How Did We Get Here, ça permet d'ouvrir le film ou le livre sur une scène d'action, une scène à suspense par exemple, qui du coup ne fait pas l'économie de l'exposition qui va arriver après, mais permet de passer toutes les scènes d'exposition sous un filtre Instagram de « Hey, il y a du suspense, hein !» Non, parce que là on a ouvert l'intrigue sur un truc super chaud et tout, une scène intense, hein. Donc là, même si l'exposition c'est un peu nul, c'est un peu chiant, vous vous demandez comment on est arrivé au truc du début là, hein ? C'est ça qui te dérange en fait ? Oui, c'est ça. Ouais, moi, j'aime bien un petit peu la linéarité. Ah oui, donc tu n'es pas une fan du cinéma de Christopher Nolan. Non, parce que j'aime les scénarios bien écrits. Et que les personnages aient des prénoms. Mais du coup, en fait, pour moi, en fait, le fait de commencer par ce qui est quand même une forme de in medias res, je trouve, même si, ok, c'est juste le protagoniste qui te dit « Ah, je vais faire un truc de ouf ». Je trouve que c'est déjà... Ça donne du rythme, en fait, à la nouvelle. Tout de suite, ça donne du rythme, ça donne une ambiance. On est dans ce truc de... Attends, le protagoniste nous dit qu'il est morphinomane et qu'il a plus de thunes et que du coup, il peut plus s'acheter sa dose et donc il va se suicider. Mais quand même, comment en est-on arrivé là ? Et moi, je veux savoir comment on est arrivé là. Donc même si après, effectivement, on repart sur un rythme assez lent. En plus, une fois arrivé sur l'île, d'abord, il s'arrête, il explore pas, il reste comme ça, sous son bateau, à l'ombre, avant de réaliser qu'en fait la boue au sol est en train de sécher, qu'il va pouvoir explorer et de partir, ça permet en fait d'avoir un crescendo et d'avoir surtout un paroxysme qui est très intense en fait. C'est comme un spasme en fait de la nouvelle quoi. Mais ok, je comprends que ça puisse te déplaire. Ouais, moi ce que j'aime bien par contre c'est les descriptions, donc, qui dans les précédentes nouvelles déjà étaient plutôt bien travaillées, mais là je trouve qu'on rentre un petit peu tout de suite dans le vif du sujet où quand il commence à visiter, il parle d'une satanic leader.
Et donc, il l'a pas encore compris, mais effectivement, satanique, démoniaque, il s'en rapproche un petit peu. Voilà, il sent déjà qu'il y a une atmosphère un peu lourde. Je pense que voilà, il aurait juste pu dire une atroce laideur ou une immonde quelque chose. Mais non, c'est vraiment satanique. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé là-dessus. Là, c'est quelque chose qui, moi, m'a un peu dérangé encore. J'avais déjà fait la remarque pour The Tomb aussi, avec cette... dans The Tomb, c'était encore plus marqué avec ce sous-texte de châtiment divin qui s'abat sur la famille Dudley. Mais là, je me suis dit... Alors, c'est vrai que là, quand tu en parles, je me dis oui, en fait, c'est le protagoniste. Et le protagoniste, pour le coup, n'est pas Lovecraft, même s'il a quand même comme point commun d'être sans dessous. Hein. Voilà. Donc on peut dire, ok, qu'il emploie ce langage-là, ça fait sens, on est en 1917. 90% de la population est croyante ou fait semblant de l'être aux États-Unis. Donc pourquoi pas, quoi. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais Thomas Henry Huxley, c'est le mec qui a inventé le terme agnosticisme. Ok. Donc non, mais vraiment un mec intéressant intellectuellement. On parlera peut-être de lui quand on fera un épisode spécial racialisme de Lovecraft. Mais pour le coup, contrairement à The Tomb où le protagoniste était vraiment un décalque de Lovecraft, là on a beaucoup moins de contexte, si ce n'est que ça reflète un peu quand même son désir d'être engagé, puisqu'il écrit la nouvelle après avoir tenté de s'inscrire à la garde nationale. Puis on voit aussi qu'il a voulu mettre les événements de l'actualité, tenir compte du contexte, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui est très influencé par Poe et qui fait de la weird, du weird tale, qui est normalement un genre un peu intemporel, qui s'appuie beaucoup sur le passé. Là, il a mis le truc dans un setup contemporain, chose que je trouve assez intéressante. Mais du coup, j'ai tiqué sur Satanic, sachant qu'en même temps, il y a presque un brisage de quatrième mur, puisqu'il évoque Paradise Lost de Byron, et une autre nouvelle dont j'ai pas retenu le nom. Mais du coup, tu te dis, est-ce que vraiment le subrécar qui est censé avoir lu Paradise Lost, je sais pas à quel point l'américain moyen lisait du Byron, tu vois? Ouais, moi je pense que c'est crédible pour le coup. Tu penses que c'est crédible? Ouais. Ok. Tu vois, je me dis peut-être que lui, il l'a pas lu personnellement, mais que sur le bateau, quelqu'un l'a lu ou a fait la lecture, tu vois. Ok, C'est un long trajet, faut bien s'occuper. Moi, je trouve ça assez crédible pour le coup. d'accord. Et il mentionne aussi Poe, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Donc on a presque un truc brisage de quatrième mur, en tout cas un peu méta. Genre, oui, vous lisez une fiction fantastique, et oui, je fais des références à Poe, mais bon, ce n'est pas du Poe. On sait que la nouvelle Dagon a été inspirée à Lovecraft par un rêve, puisque interrogé par un certain John Ravner Bullen, qui était journaliste dans le Transatlantic Circulator, et qui s'étonnait un petit peu que le protagoniste de Dagon soit en fait à moitié aspiré dans la boue, dans la fange, dans le limon, et arrive malgré tout à ramper jusqu'au bateau. Donc il disait Could he, all sucked into mire, crawl to this boat? Ce à quoi Lovecraft a répondu La victime héros est à moitié enfoncée dans la fange, et pourtant il rampe. Il se traîne dans la vase détestable, avec ténacité, alors qu'elle s'accroche à lui. Je le sais, car j'ai rêvé de toute cette hideuse reptation, et peux encore sentir la vase m'aspirer. Rêve lucide. Rêve lucide, je ne sais pas, mais on sait qu'il avait déjà rêvé de ces fameux Night Goals quand il avait à peu près 8 ans. 6 ans peut-être, avec la mort de sa grand-mère. Donc le thème des rêves va revenir. D'ailleurs, je l'ai assez peu mentionné quand on parlait de The Tomb. J'ai relevé le motif de la clé qui revient après dans tous les récits relatifs à Randolph Carter et la quête onirique de Cadet l'inconnu. Mais c'est vrai que le motif du rêve est en fait très présent dans The Tomb, puisque une des conclusions, enfin même si la conclusion de The Tomb on n'est pas censé savoir ce qui s'est vraiment passé, etc. Elle est censée être ambiguë. Une des lectures possibles, c'est que le protagoniste n'a fait que rêver, et juste en dormant à côté du mausolée, il s'est rêvé dans le caveau, etc. Donc on retrouve déjà le pouvoir du rêve. Et voilà. Après, dans le cas du cauchemar de Lovecraft, enfin, en tout cas dans le cadre du rêve qui a inspiré Dagon à Lovecraft, je pourrais rajouter un petit détail, c'est que en fait, Lovecraft était thalassophobe. Il semblerait qu'il avait une aversion pour la mer en général, pour l'océan, mais plus particulièrement pour les fruits de mer, et les crustacés, les poissons. Puisqu'on a une anecdote en fait de Donald Wandrei, qui est le cofondateur de la maison d'édition Arkham House, cofondateur aux côtés d'Auguste Derleth qui sera l'exécuteur testamentaire de Lovecraft, même si en fait ça aurait dû être Robert H. Berleau qui était prévu, etc. Mais bon, Berleau s'est ensuite à 32 ans, je crois, au Mexique, notamment parce qu'il avait peur qu'un étudiant de la fac dénonce son homosexualité. De toute manière, Derleth, je pense,
n'aurait peut-être pas laissé Barlow faire. Bref, Donald Wandrei nous raconte qu'un jour, c'était en 1927, en tout cas non, c'est dans son texte de 1927, Dweller in Darkness, il raconte qu'il était à Providence avec Lovecraft et qu'ils vont manger dans un espèce de coffee shop, un petit diner qui s'appelle Jake's, sur le front de mer, et que Lovecraft lui suggère en fait de commander un plat qu'il n'a jamais mangé. Genre, vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, il prend, je pense que c'est de l'espadon, puisque c'est swordfish. Exactement. Voilà. Et en fait, quand le plat est servi, Wandrei remarque une expression d'aversion sur le visage de Lovecraft, une expression de dégoût tellement forte que voilà, qu'il l'a remarqué et qu'il le fait remarquer à HPL. Et Lovecraft répond « Je ne peux pas tolérer », alors seafood, donc fruits de mer, crustacés, produits de la mer, voilà. Je ne peux pas tolérer le seafood sous quelque forme que ce soit. La simple vue et l'odeur me donnent la nausée, mais que cela ne vous perturbe pas. By all means, consume the horrible stuff. Il dit les constitutions plus jeunes et plus fortes que la mienne, que celle d'un vieil homme, que celle que le vieil homme peut absorber, voilà, enfin peuvent absorber un tel punishment, hein, ils n'ont pas le terme punishment. Mais une seule bouchée me rendrait violemment et réellement malade. Et il rajoute j'ai détesté le poisson et crains la mer et tout ce qui est connecté depuis que j'avais l'âge de 2 ans. Mais je ne peux pas me rappeler quelle expérience de début de vie m'a donné une telle aversion profonde et durable envers la mer et les fruits de mer, les produits de la mer. Donc voilà, une petite thalassophobie / ichtiophobie. Ouais, bah oui. Non, mais il aurait dû faire comme moi quand toi tu veux manger du poulpe au restaurant italien. Tu vas faire une muraille de verre entre nos assiettes pour que je ne vois pas la tienne et que je ne te vois pas manger. Alors effectivement, le paradoxe, c'est que autant Audrey est thalassophobe, autant j'adore l'océan, j'aime bien le poisson, mais ce qui me dérange dans le poisson, c'est les arêtes, bien sûr, mais j'adore le poulpe, j'adore manger du poulpe, c'est pour ça que j'adore la nourriture italienne. Bref, donc tout ça est assez amusant. Quelques mots d'ailleurs sur la thalassophobie, au-delà du cas particulier de Lovecraft. En termes d'explication de d'où vient la thalassophobie, il y a plusieurs causes qui sont avancées dans l'état actuel du consensus psychologico-scientifique. La première cause, en fait, elle est évolutionnaire. C'est-à-dire, en fait, ça fait sens qu'un animal comme Homo sapiens ait peur de l'eau, d'ailleurs pas que de la mer ou des lacs, hein, ça peut être les rivières et tout, dans le sens où c'est quand même un environnement qui n'est pas du tout fait pour l'homme, enfin, même si on peut apprendre à nager, hein, mais les profondeurs ne sont pas du tout faites pour l'homme, la haute mer n'est pas faite pour l'homme, ne serait-ce qu'en termes de température, on ne peut pas rester des heures dans l'eau trop froide, et je dirais qu'en plus, contrairement au ciel, où on ne pouvait pas se rendre avant d'avoir l'invention de l'aéronautique, on a rapidement pu aller dans l'eau, ne serait-ce que par erreur, quoi. Je veux dire, vous fuyez un prédateur, vous courez, c'est la nuit, vous arrivez dans l'eau, vous marchez dans l'eau, dans une rivière, etc. Vous loupez un gué, bref. On imagine bien que depuis des millénaires, des hommes se noient, rien qu'en traversant une rivière, et que donc, il y aurait une aversion naturelle pour cet environnement. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est presque une preuve de bon sens que de ne pas vouloir faire, par exemple, de la plongée sous-marine. On sait qu'il y a beaucoup d'accidents en plongée sous-marine qui sont soit liés à la décompression, soit liés aux gens qui se perdent, qui ont des problèmes de visibilité. Mais on pourrait se dire, bah ouais, si tu as besoin d'avoir une combinaison des bouteilles d'oxygène en fer pour descendre à moins de 30 mètres, bah c'est que tu n'es peut-être pas fait pour aller à moins de 30 mètres. Bah voilà. Après, tu peux dire, oui, mais si tu as besoin d'un Airbus pour aller dans le ciel, c'est que tu n'es pas fait pour aller dans le ciel, etc. Oui, puis dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas fait non plus pour la montagne, parce qu'on a besoin aussi d'oxygène et de combinaisons. Tu vois, ceux qui font de l'alpinisme et tout, ils ont besoin d'un certain matériel aussi. On pourrait se dire que c'est pas naturel. Alors, c'est inconscient, mais je trouve pas que ce soit plus... Il y a une petite nuance pour moi avec l'alpinisme, c'est qu'en fait, quand tu dis on a besoin de matériel et tout, par exemple, quand tu dis on a besoin d'oxygène, ouais, pour l'Everest, et c'est parce que les gens sont pas entraînés, etc. Et les porteurs qui accompagnent les alpinistes à l'Everest, ils ont pas tous des bouteilles d'oxygène. Et t'as des pop du côté justement du Mexique, je crois, en tout cas des Andes, t'as des gens qui vivent très très haut en altitude, et ont d'ailleurs un dosage sanguin différent d'une autre, etc. Donc en fait, tu peux t'acclimater. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on a des gens qui vivent dans les Alpes, même si on va dire oui, mais souvent dans les montagnes, les gens vivent dans les vallées, machin, patati patata, ok. T'as quand même des gens qui vivent dans des villages, t'as les bergers qui qui montent les troupeaux selon les saisons, etc. Plus ou moins haut dans la montagne. Donc il y a un certain degré d'acclimatation. Tu peux dire aussi oui, mais la pêche, enfin, tu vois, c'est une des sources les plus faciles. La pêche en eau douce, en tout cas, c'est une des premières sources de protéines animales pour l'être humain. Pêcher demande un peu moins d'énergie que chasser
Si tu prends, tu vois, dans la savane africaine, tu chasses à l'épuisement, donc tu vas courir 20 km avant de pouvoir récupérer ta proie. Pêcher, tu tends une ligne, et puis si tu as développé la technique, alors je ne sais pas à partir de quelle époque on a développé ce type de technique passive, entre guillemets, mais voilà, tu peux avoir du poisson pour toute ta famille assez facilement, quoi. Oui, et puis limite, si t'as le bon appât, tu mets ta ligne et tu peux faire autre chose. En fait, t'es pas obligé de t'activer autour de ta ligne, justement. Oui, c'est Il ça. vaut mieux ne pas s'activer et d'être le plus calme possible. C'est ça. Mais je pense... Pardon. Non, vas-y. Non, je parle pas de chasse au harpon, etc. Là, je suis vraiment effectivement sur la version passive, entre guillemets, que les pêcheurs ne me jettent pas la pierre. Et je pense aussi que c'est une phobie qui vient un peu de l'inconnu. Parce que tu faisais le rapprochement par rapport au ciel. Le ciel, alors c'est pas totalement vrai, mais on a l'impression qu'on voit tout le ciel. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'il y a vraiment une infinité seulement des fonds marins qui ont été explorés jusqu'à présent. Je crois que c'est vraiment à peine 10%. Ouais, ça paraît même beaucoup, 10% en fait. Ouais, c'est pour ça, mais c'est vraiment très très peu, donc on ne sait pas ce qu'il y a, et on a l'impression que, paradoxalement, c'est quelque chose qui n'a pas de fond, alors que factuellement, si, puisque... Tout à fait. À un moment, on peut plus creuser, mais voilà, on ne sait pas du tout ce qu'il y a en dessous, on sait pas... Enfin, juste, voilà, quand on sait ce qui y vit, du peu qu'on connaît, enfin voilà, c'est déjà des bestioles qui sont vraiment très peu ragoûtantes et des choses dont on se demande même comment elles font pour être caractérisées comme êtres vivants. Donc, Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me renvoie à une deuxième cause. Je voulais creuser un peu la notion de la thalassophobie pour cet épisode. Et une deuxième cause avancée par la page Wikipédia anglaise, anglophone, je vous cache pas mes sources, c'est la cause culturelle. Par exemple, les récits de naufrage qu'on trouve déjà dans la Bible, les faits divers de type attaque de requins, etc. Hein. Donc vraiment, je dis ça, c'est du fait divers parce qu'on sait que statistiquement, vous avez infiniment plus de chances de mourir à cause d'un moustique qui va vous donner une maladie quelconque que de vous faire tuer par un requin, quoi. Bon, voilà. J'avais la stat, je vais la rechercher. Je voudrais que ça soit bien clair. Mais c'est vrai qu'il y a le traitement médiatique va mettre en avant, bien sûr, ce genre d'histoire sensationnelle, entre guillemets. C'est pas d'ailleurs que les médias, ça peut être aussi les films. On sait qu'à la sortie de Jaws, en 82, non, c'est 78 Jaws, j'ai toujours un doute sur le... Bon, en tout cas, premier blockbuster de l'histoire du nouvel Hollywood. 75. 75, merci. Putain, 82, c'est Poltergeist. Je sais pas pourquoi je fais toujours cette confusion. Mais évidemment, on sait qu'à la sortie de Jaws, il y a eu beaucoup de gens qui ont développé la peur, même parfois de prendre un bain, etc. Quoi. Je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais vu Les Dents de la Mer. Je le verrai un jour. Hein, mais... Moi non plus. Alors que paradoxalement, j'ai pas tant peur des requins. Bah oui. C'est un des animaux marins dont j'ai le moins peur. J'ai plus peur des baleines que des requins. T'as peur des baleines ? Oui. C'est effrayant, une baleine. Quiconque a fait l'attraction Pinocchio à Disneyland sait que j'ai raison. Ok, d'accord, mais c'est parce que dans Pinocchio, tu te fais manger par la baleine, tu vois. Oui. Bah, c'est comme avoir peur du fisc, c'est normal parce qu'on se fait manger par le fisc, tu vois. Mais dans la vraie vie, les baleines te mangent pas, elles ont les petits trucs qui filtrent le plancton, ça peut pas engloutir un être humain, quoi. Mais c'est vrai, c'est quasiment les végétariens de la mer, les baleines, quoi. Donc selon nauticway.com, les requins font environ 10 morts par an. Wow. Les éléphants, 500 morts par an. Wow, c'est beaucoup. Les chiens domestiques, 180 morts par an. Et les serpents, 50 000 morts par an. Oui, donc vraiment les requins. Oui, et puis le des moustique, doudous. c'est si tu me dis c'est 50 000 les serpents, les moustiques c'est 500 000 quoi. Je crois que c'est 350 000, mais là ils donnent pas la stat sur ce site-là, mais il me semble que les moustiques c'est 350 000. En fait, c'est l'animal le plus meurtrier. C'est ça. Et il y a plus de morts par selfie que à cause des requins. Des gens qui se tuent en faisant des selfies. Ah, genre trop près de la falaise. C'est ça. Il y a plus de morts par selfie que par requin dans le monde. L'homme est un loup pour l'homme. Le moustique tue entre 750 000 et 1 million de personnes par an. Ouais, voilà, tu vois. Tu vois, j'ai dit 500 000, j'étais encore loin du compte. C'est ça. Et toujours dans l'aspect culturel, on peut évoquer aussi tout simplement le traitement, alors cinématographique ou médiatique, des naufrages. Justement, j'ai commencé par dire culturellement, il y a les récits bibliques de naufrages. Alors bibliques, d'accord, mais bon, évidemment, si on remonte un petit peu dans le temps, disons avant la révolution industrielle, du côté des zones du monde où il y a beaucoup de marins, les villes côtières, avec une tradition de pêche en haute mer. Évidemment, il y a tout le traumatisme lié au fait qu'on ne sait pas, on ne retrouve pas toujours les cadavres. Et par exemple, pour une femme de marin breton, perdre son mari en haute mer, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'il y a une vraie problématique sur le deuil. Et donc, ça fait sens aussi que pour certaines populations, l'océan ou la haute mer soit perçu comme quelque chose de sinistre, parce que finalement, c'est la chose, si on fait un petit peu de projection
anthropomorphique dessus. C'est la chose qui prend vos proches et qui ne vous les rend pas ou qui les rend dans des états affreux. Voilà. Et en plus, c'est aussi des conditions de travail très dures. Être marin-pêcheur, c'est hardcore, quoi. Puis oui, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dès les récits mythologiques, je pense qu'on peut dire, tu vois, avec Ulysse, avec l'Iliade et l'Odyssée, voilà, où c'est des longs récits en mer, où ils vont enchaîner galère sur galère. Galère sur galère. Ah, je les ai pas relus depuis la 6e, donc ça date un peu, je ne sais plus exactement ce qui leur arrive, mais dans mon souvenir, c'est pas tip-top cool. Il me semble qu'en haute mer, ils ont pas tant de problèmes que ça. Il y a les sirènes qui viennent le tenter, il se fait ligoter au mât. Il y a peut-être quelques monstres marins. Mais c'est vrai que après, les aventures d'Ulysse, c'est beaucoup aussi sur les îles, les différents endroits, le cyclope et tout. C'est des choses qui se passent à la terre ferme. Mais effectivement, il y a cette idée d'errance. C'est ça. On sait que c'est très long parce que du coup, on n'est même pas sûr qu'ils reviennent un jour. Alors que les Athéniens étaient des bêtes de navigateurs. Donc, justement, ils connaissaient le danger, je pense. Il y a ça. On est très bons navigateurs, mais du coup, on sait à quel point c'est dangereux, donc on va écrire là-dessus. Alors, en l'occurrence, j'aurais pas la même interprétation que toi. Alors, ça fait aussi longtemps, plusieurs décennies que je n'ai pas relu ni l'Iliade ni l'Odyssée. Mais en fait, ce que je ressens, moi, c'est que pour des raisons en fait, d'environnement géographique et donc culturel, vous savez que la géographie influence les cultures. C'est quelque chose qui est assez facile à constater. D'ailleurs, je vous recommande un très bon livre là-dessus qui s'appelle Origine, au pluriel. Je n'ai pas le nom de l'auteur, mais c'est vraiment très sympa à lire. C'est une sorte de Sapiens, mais un peu moins fumeux et plus centré vraiment sur la question géographique. Mais c'est aussi un peu ce genre de livre qui donne une grande explication, un grand framework pour interpréter l'histoire humaine, en l'occurrence celui de l'environnement géologique et géographique. Puisque les Athéniens étaient des très bons navigateurs, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de tous les Grecs, enfin, tu vois, les Spartiates, je crois, n'étaient pas spécialement navigateurs. Mais en gros, c'était normal qu'ils créent des mythes qui se passent dans cet environnement de navigation. Mais par contre, beaucoup des dangers que rencontre Ulysse, tu vois, par exemple, les sirènes, tu peux aussi le voir de façon très métaphorique, la tentation, le désir, machin. Je suis sûr que Jordan Peterson parle d'Ulysse dans une de ses conférences, et si c'est pas lui, Jung l'aura fait avant, etc., bien sûr. Donc je prendrais pas forcément le fait que les aventures d'Ulysse et certaines de ses épreuves se passent en mer comme un truc contre l'océan en général. Même si on pourrait aussi se dire, ce que je disais des marins et des femmes de marins est valable aussi pour les Athéniens et les femmes d'Athéniens. Et il y a autre chose aussi, je pense que si ça fait aussi peur, c'est parce qu'on sait que ça existe factuellement. Enfin, voilà, on voit les monstres marins, monstres marins, voilà, on voit des poissons, on voit des poulpes, on voit des pieuvres, on voit des crevettes. On ne parle pas assez du potentiel effrayant d'une crevette ou d'un homard. Alors que, par exemple, moi j'ai pas peur des extraterrestres, puisque jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression... Enfin, on m'a pas apporté la preuve que ça existait. J'ai pas la preuve des fantômes, donc j'ai pas peur des fantômes, encore que ça se discute. Mais j'ai pas peur des chiens à 12 pattes, parce que ça n'existe pas. Alors que les animaux marins, oui, ils existent. Donc je pense qu'il y a aussi ça, leur réalité tangible, en fait, fait que c'est effrayant. Alors, il y a aussi, ce que tu dis me fait penser aussi à ce que je vais appeler la modalité d'interaction, pardonnez-moi pour ce truc fumeux, pseudo-intellectuel. En fait, il s'avère qu'en préparant l'épisode, quand j'étais sur la page anglophone donc de Wikipédia consacrée à la thalassophobie, j'ai regardé un petit peu les sources et je suis tombé sur un truc, une étude que je n'ai pas gardée à la base parce que en fait, c'était une étude un peu bizarre. C'était sur je ne sais plus quelle revue, mais en fait il n'y avait pas du tout de schéma, il n'y avait pas du tout de graphiques statistiques et tout, et d'ailleurs dans la partie de discussion, dans la partie data, ils disaient non, aucune donnée n'a été créée ou ajoutée ou collectée pour cette étude, donc j'étais en mode vous foutez de ma gueule en fait. Vous l'avez fait avec quoi du coup Donc je me suis demandé quel était le profil des auteurs illuminés de cette étude. J'ai pas regardé tous, mais le premier c'était pourtant un océanographe ou quelque chose comme ça, donc bon, j'ai pas trop compris le concept, mais c'est cité dans les sources, notamment sur l'impact de la culture dans la thalassophobie. Et en gros, ce que semblaient vouloir montrer les auteurs, c'est que il y a, comment dire, à la base, le titre de l'étude, c'était en rapport avec le financement de la recherche pour les fonds marins. En fait, qui disait en gros, les fonds très profonds, sans jeu de mots, ont du mal à trouver des fonds. Comme si tout le monde s'en foutait de la diversité animale quand c'est dans la fosse des Mariannes, quoi. Bon. Et il montrait, il y avait quelques photos dans le corps du texte pour montrer par exemple de l'imagerie infrarouge de fonds marins avec différents traitements de couleurs, en gros comme s'ils voulaient dire selon ce que vous allez montrer aux gens, ils vont plus ou moins dire ça ressemble à des montagnes ou ça a la couleur de la terre ou pas selon comment tu colores l'image, etc. Et un peu dans cette idée de montrer plusieurs illustrations différentes d'une même chose. Ils faisaient aussi le test, si je puis dire, avec des poissons. Et c'est vrai que
je crois que j'ai compris un truc de ce qu'il voulait montrer. C'est que notamment, il te mettait la photo, alors j'ai pas retenu le nom du poisson, mais un truc qui vit très très profond. Et il te montrait en gros la photo du poisson dans son environnement et la photo une fois pêché. Et donc évidemment, une fois que le poisson a été pêché, déjà il a les yeux éclatés par la décompression. C'est un peu finalement, tu parlais de... On sait que ça existe, et je rajouterais, chacun est libre de définir ce qu'est ou pas un monstre marin, d'accord ? Mais même quelque chose qui n'est pas considéré culturellement comme monstrueux, simplement justement le poisson, quand on le voit à l'étal, sur le marché ou au supermarché, etc., il est mort. Et contrairement à la viande d'ailleurs, où vous voyez rarement une vache pendue par les pieds chez votre boucher, ça dépend où vous allez faire vos courses, mais dans le supermarché, on voit le steak prédécoupé, les entrecôtes et tout. On voit que la partie rouge de la viande. Je précise que moi je suis carnivore, donc c'est pas du tout quelque chose qui me dégoûte. Je sais que certaines personnes sont dégoûtées aussi chez le boucher aussi. Mais tu vois que des bouts. Tu vois pas le cadavre entier de l'animal. Alors finalement, sur un étal de poissonnet, tu vois plein de cadavres en fait. Ils sont tout mous, ils ont la gueule ouverte, ils ont les yeux parfois éclatés par la décompression. Donc il y a aussi la représentation que ça nous force à avoir de ces choses dans la majorité de nos échanges avec l'imagerie marine et sous-marine. Oui, donc je voulais juste ajouter que j'étais d'accord. Effectivement, même si chez le boucher, tu vois des carcasses, c'est justement une carcasse. Donc il n'y a plus les pattes, il n'y a plus la tête. Tout à fait. Donc effectivement, ça déshumanise quelque part. Et c'est ce qui est très utilisé justement pour essayer de faire comprendre aux gens que non, c'est pas un animal, c'est juste de la viande. Mais c'est un autre sujet. Et la dernière cause, les dernières causes potentielles de thalassophobie, après les causes évolutionnaires et culturelles, sont tout simplement les causes personnelles. Donc si vous avez eu un traumatisme, si vous avez manqué de vous noyer, si vous avez été attaqué, si vous avez été piqué par une méduse quand vous étiez enfant, ou piqué par une vive, je sais que moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai toujours entendu des récits, je trouve ça terrifiant. L'idée de se dire vous êtes à la plage et vous marchez sur un truc, ça vous fait super mal, etc. Donc ça c'est le côté traumatique, ou tout simplement le tempérament anxieux, puisque bien sûr que la thalassophobie peut s'insérer dans un spectre plus large de phobie ou de tempérament et de personnalité anxieuse. Et bien sûr, dans le cas de Lovecraft, ça paraît tout indiqué. Une petite remarque au passage, histoire de mettre les choses au point. En France, la psychologie est absolument phagocytée par la psychanalyse. Donc vous trouverez bien sûr des freudiens et des lacanins pour vous dire que avoir peur de la mer, c'est avoir peur de la mer, M, accent grave, RE. Bah oui, mais les gars, mais en anglais, mover et sea ou mover et ocean, ça n'a rien à voir. Donc, allez bien niquer vos grosses daronnes. C'est comme tous les linguistes qui veulent t'expliquer que maman, dans toutes les langues, c'est les mêmes syllabes parce que c'est le bruit de la succion. Non, pareil, en finnois, maman, ça se dit Haïti. Vraiment, une langue européenne et l'explication ne tient plus la route. Réfléchissez 10 secondes, s'il vous plaît. Surtout que moi, j'avais entendu que pour mama, comme pour papa d'ailleurs, c'était juste que c'était les syllabes les plus faciles à formuler pour un enfant qui est en train de se développer. Bah oui. Je vous ai expliqué quelle était l'inspiration de Dagon, ce fameux rêve / cauchemar de Lovecraft, le thalassophobe. Mais maintenant, je voudrais parler un petit peu des influences. Donc, le critique William Fullwiller, évoque 3 influences possibles pour cette nouvelle. La première, c'est Fischhead, on va en reparler, parce que je vais rentrer vraiment dans le détail de Fischhead, qui a été écrite en 1911 et publiée en 1913 dans le All Story Cavalier, c'est-à-dire un de ces fameux magazines pulp édités par Monsieur Munsey, qui éditera le fameux Argosy dont on a longuement parlé à l'épisode sur The Tomb. Mais Fullwiller évoque aussi l'influence potentielle de Edgar Rice Burroughs, donc le mec qui a écrit Tarzan et tout ce qui est John Carter, Chronique de Mars, enfin pas Chronique de Mars, ça c'est Bradbury, mais les trucs, le cycle de Mars, voilà, c'est comme ça qu'on dit, qui a écrit notamment une série qui se passe en fait avec une terre creuse. Le premier volume s'appelle tout simplement Au cœur de la Terre, à ne pas confondre avec Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, At the Earth Core, c'est 1914. Et il y aura aussi une influence potentielle d'un certain Victor Rousseau-Emmanuel, qui publiait aussi parfois sous pseudo, notamment dans The Argosy, puisqu'en 1915, il a sorti un truc qui s'appelle Sea Demons, que je n'ai malheureusement pas trouvé sur Wikisource. J'avoue que j'ai pas non plus essayé de lire le Edgar Rice Burroughs. J'ai juste vérifié le pitch, voilà. Donc c'est les mecs qui créent une super foreuse qui s'appelle genre la taupe mécanique ou la taupe d'acier, je sais plus, qui va creuser. Ils partent dans le Sahara, ils commencent à creuser, et puis le truc creuse jusqu'au centre de la Terre, et ils découvrent que, mon Dieu, la Terre est creuse, et il y a des gens qui vivent dedans, etc. Bref, des dinosaures. Et je crois même qu'ils croisent Tarzan, il y a un crossover. Alors je sais pas si c'est un crossover dans la série du voyage au centre de la Terre qui s'appelle en fait Pellucidar, ou le cycle de Pellucidar, un truc comme ça.
ou si c'est juste qu'il y a un épisode de Tarzan qui se passe littéralement dans une terre creuse. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles de Tarzan écrites par Rice Burroughs. Voilà. Joshi, en fait, lui, il est un peu sceptique sur l'influence potentielle Au cœur de la Terre et de Sea Demons. Alors, attention, hein, sachant que c'est un fait que Lovecraft appréciait beaucoup Rice Burroughs, donc il aurait très bien pu lire ça, etc. Mais de là à dire que ça l'a influencé, il voit pas trop le concept. Par contre, l'influence de Fischhead est effectivement assez indéniable. Je vais vous expliquer pourquoi, on va rentrer dans le détail. Mais il faut savoir que Lovecraft avait carrément écrit à la revue All Story Cavalier pour louer la parution de Fischhead dans le Pulp, où il disait, en gros, c'est la conviction de l'auteur, donc l'auteur étant Howard Philip Lovecraft qui parle de lui-même à la troisième personne, je précise, c'est la conviction de l'auteur que très peu d'histoires de mérite égal ont été publiées où que ce soit durant les années récentes. Voilà, donc il a beaucoup aimé cette histoire, écrite par Irving S. Cobb, dont je vais vous parler un petit peu. Fischhead est donc une nouvelle qui se passe dans le Kentucky. Et alors c'est très déstabilisant parce que quand vous commencez à lire la nouvelle, ça décrit un lac qui aurait été créé par un tremblement de terre. Et le tremblement de terre est un vrai tremblement de terre qui est arrivé dans les années 1800 et quelques. Le lac existe vraiment, donc c'est le Real Foot Lake, on pourrait traduire par le lac du pied beau, hein, tout simplement, voilà. Dans le Kentucky, disais-je. Et en fait, c'est très bizarre parce que la nouvelle, alors, elle est assez courte, hein. Vous la trouvez sur Wikisource en anglais, je ne sais pas s'il y a une version française, ça fait une 20aine de pages, et en fait, quasiment la première moitié, c'est vraiment la description des lieux. Et donc, on nous décrit ce lac qui a été formé par le tremblement de terre, donc avec les troncs d'arbres qui sont encore là, effondrés, qui se mélangent, enfin... C'est pas spécialement imagé, en fait. Il y a quelques métaphores, je vais essayer de vous en lire une parce que je la trouve vraiment sympa. Mais, sauf que j'ai oublié de la traduire, donc ça va être un petit peu compliqué, en fait. Mais c'est surtout très descriptif. Donc il décrit notamment beaucoup de races de poissons. Il décrit toute la faune, en fait, aquatique du lac. Ce qui a rendu la lecture un peu pénible au départ, parce que je connaissais pas du tout la plupart des mots, en fait. C'est vraiment du lexique de taxonomie. Donc, à part les poissons-chats, qui sont un peu au cœur de l'histoire, mais il nous dit, donc, le lac endormi suçait, enfin, sucked, tu peux pas dire le lac suçotait la rive boueuse, voilà. Enfin, si tu peux le dire, parce que il dit qu'il le suçotait, ou qu'il le suçait, avec des petits bruits de bouche, hein, with small mouthing sounds, comme s'il aimait le goût de la boue brute, comme s'il trouvait le goût de la boue agréable. Et il dit donc alors crawfish, je sais même plus ce que c'est, un crawfish monstrueux, gros comme un homard poulet, alors, je ne connais pas non plus le chicken lobster, mais en passons, rampait tout au sommet de sa petite cheminée de boue séchée, et était perché là-haut comme un sentinelle en armure à la tour de garde. Voilà. The sleepy lake sucked at the mud banks with small mouthing sounds, as though it found the taste of the raw mud agreeable. A monster crawfish, big as a chicken lobster, crawled out of the top of his dry mud chimney and perched himself there, an armored sentinel on the watchtower. Pardonnez mon accent, mais j'avais envie de rendre hommage au texte, parce que j'ai traduit sur des beautés, donc évidemment, c'est pas foufou. Donc au départ, la lecture est un peu étrange, avec toute cette description. Alors c'est pas du Zola, mais quand même, j'étais en mode, ok, vraiment, ça ancre le truc. Et j'ai d'ailleurs appris, en fait, que... cette œuvre, et globalement le travail de Irving S. Cobb, était affilié à ce qu'on appelle le American Literary Regionalism, qu'on emploie plus simplement le local color. Voilà, les couleurs locales, tout à fait, vous avez bien compris. Donc, qui est en fait un style qui a été populaire à partir du milieu du 19e siècle, jusqu'au début du 20e, et qui est censé justement, en fait, que ce soit de la poésie ou de la prose, donner beaucoup d'importance au décor, à l'environnement, et à l'environnement local. En fait, mettre l'emphase sur des features spécifiques, que ce soit le dialecte, les coutumes, l'histoire du lieu ou les paysages d'une région particulière. Et il y a même des gens qui ont théorisé que ce mouvement en fait, avait aidé à la réconciliation nationale des États-Unis après la sécession, etc. Bon. Ceci explique cela, et ça explique le fait que Irving S. Cobb ait choisi un vrai lieu, voilà, une vraie faune, notamment des terribles moustiques. Alors, ça ressemble, la description qu'il en fait, ça fait penser aux moustiques tigrés. Mais non, parce que les moustiques tigrés, ils sont arrivés d'Asie dans les années 80, paraît-il, à cause d'un cargo, d'un container. Mais voilà, il y a beaucoup, je crois qu'il y a plus de 160 espèces de moustiques appartenant à la même famille que les tigrés. Donc en fait, bon, pourquoi pas, des trucs locaux. Mais j'avoue qu'en faisant mes recherches sur les différents poissons qu'ils nommaient, sur les moustiques et tout, sur la faune locale,
même moi qui ne suis pas vraiment phobique des animaux, surtout pas en photo, quoi, j'ai fini par me sentir un peu bizarre. Parce qu'il y a quelques spécimens quand même un peu étranges, notamment un poisson qu'on appelle, alors je veux pas dire de bêtises, l'orphie. En fait, c'est affilié à la famille des poissons-chats, mais non. Désolé si j'écorche le nom, mais en fait, c'est un poisson qui a un espèce de bec pointu et qui saute hors de l'eau et qui parfois tue des gens. Alors, beaucoup moins que les moustiques, hein. Mais du coup, il y a des gens qui sont en train de pêcher en Asie notamment, et le truc qui sort hors de l'eau, il les pénètre, en fait. Voilà, il les taille, quoi. Voilà. Bon. Donc, voilà, c'était un peu perturbant, toutes ces histoires de faune. Mais alors, qu'est-ce que raconte l'histoire de Fichhead ? Déjà, elle nous décrit le personnage qui s'appelle Fichhead, qui est un métis de père nord-américain et de mère native, à moins que ce soit l'inverse. Mais voilà, c'est un métis afro-natif qui est un peu difforme. Il a presque pas de cou, il a des très grosses lèvres, un peu comme un poisson. Enfin voilà, l'auteur nous file un petit peu c'est pas une métaphore, mais il file la couleur du texte et le parallèle entre Fichhead, surnommé comme ça par les habitants à cause de sa difformité, qui vit dans une petite cabane au bord du lac. Et la cabane, elle est vraiment au bord de l'eau. Il y a un gros tronc effondré qui lui permet d'aller se promener, de marcher sur le tronc. Alors, il n'a pas les pieds palmés, mais c'est pas loin. Il a des pieds très, très, très agiles et quasi préhensibles. Et après, si vous marchez beaucoup pieds nus, vous avez des pieds quasi préhensibles. Hein. Pas besoin qu'ils soient palmés comme un Innsmouth. On en reparlera une prochaine fois. Et on sait que le soir, au coucher du soleil, il est sur le tronc et il y a des rassemblements de poissons-chats, une des espèces de poissons qu'il y a dans le lac. On ne sait pas s'il leur donne à manger, mais voilà, côté comme ça, il vit proche de la nature et il y a un lien. Voilà, clairement, il y a un lien. Et il s'avère que dans le voisinage, il y a deux rednecks, j'ai pas de meilleur mot, Joel et Jake, qui sont deux frères, dont l'auteur nous dit qu'ils n'avaient ni bien matériel ni réputation, dans le sens bonne réputation, quoi. Qui le détestent parce qu'un jour, ils l'ont accusé d'empiéter sur leur ligne de pêche ou je sais pas quoi, et en fait, il les a rossés devant tout le monde. D'abord, il est resté impassible, et puis quand ils sont devenus plus agressifs, il les a rossés devant tout le monde. Et du coup, depuis ce jour-là, ils ont décidé de se venger. Et en fait, la nouvelle raconte simplement l'assassinat de Fichhead, parce que malheureusement, alors je vous spoil le truc, hein, mais faut plutôt le lire pour l'ambiance de toute manière. Le soir, au coucher du soleil, ils arrivent avec leur petit canot, il y en a un qui a le fusil, etc. Ils rament, ils se mettent sous un tapis de feuilles, enfin, ils se disposent parce qu'ils savent justement qu'au coucher du soleil, Fichhead va venir sur son tronc regarder le coucher du soleil. Il le voit, il l'abat. Fichhead se rend compte de l'embuscade, mais trop tard. Et donc la balle déchiquette la gorge, quelque chose comme ça. On est dans la partie supérieure du corps. Et il tombe face dans l'eau, etc. Il est englouti. Et là, il y a un énorme coup qui se fait ressentir sous la barque des frères, qui soulève la barque, qui tombe à l'eau, et ils se font tous les deux happer vers le fond. Je rentre pas dans le détail, mais il y en a qui est attrapé par la jambe, il y en a qui réussit à grimper sur le tronc, mais qui retombe, etc. Et la conclusion, c'est que en fait, les trois corps en fait, finissent par revenir sur le rivage le même jour, quasiment au même endroit, et que dans le cas de Fichhead, à part la marque de la balle en fait, au niveau du cou, son corps est intact. Par contre, les corps des deux frères Baxters, Joel et Jake, sont tellement en fait déchiquetés que les locaux les enterrent en fait ensemble sur le rivage, sans savoir qui est qui des deux cadavres. Voilà. Le sous-texte étant évidemment que les poissons, peut-être un poisson plus gros que les autres, peut-être un banc de poissons-chats, on ne sait pas, a vengé Fichhead. Et c'est d'ailleurs l'interprétation qu'on avait Lovecraft, hein, puisqu'il en reparle dans son essai sur l'horreur surnaturelle dans la littérature. Et il dit, en fait, c'est l'histoire d'un... Alors, il le dit, des mots pas forcément flatteurs. Il lui dit, c'est l'histoire d'un idiot, de l'amitié entre un idiot et un poisson. Évidemment, je pense qu'ils sont obligés de dire que c'est un idiot parce qu'il était d'ascendance noire. Je voudrais d'ailleurs faire remarquer qu'en fait, Irving S. Cobb, bien que dans la nouvelle, il emploie le mot en fait, il a couvert la Première Guerre mondiale en tant que journaliste, et alors, il a publié un livre qui s'appelle Paths of Glory, mais qui n'est pas le Path of Glory qui sera adapté par Kubrick. Celui-là est sorti dans les années 30 ou 40, je ne sais plus, donc c'est pas du tout le même. C'est un autre Sentier de la Gloire. Et il a sorti notamment un article intitulé Young Black Joe, qui vantait les mérites des soldats afro-américains au front, leur courage, etc., leur abnégation. Et Irving S. Cobb était également anti-prohibitionniste. Donc, je dis ça parce que je trouve ça intéressant en fait que cette histoire ait à ce point-là influencé Lovecraft. D'ailleurs, certains diront que l'influence de Fichhead se voit plus dans Le Cauchemar d'Innsmouth ou L'Appel de Cthulhu que dans Dagon, à proprement parler, puisqu'il y a un point
qui paraît recevable en fait. Mais je trouve ça intéressant qu'une histoire qui a à ce point-là a influencé Lovecraft et sans laquelle on n'aurait peut-être pas eu le mythe de Cthulhu, pardon, le mythe de Cthulhu, ok. Une histoire a été écrite en fait par quelqu'un qui n'avait visiblement pas les mêmes opinions politiques que Lovecraft, que ce soit sur la prohibition, même si sur ce point Lovecraft finira par changer d'avis, mais c'est plus parce qu'il voit que ça marche pas la prohibition en fait, puisqu'il a jamais aimé l'alcool. À la fois donc sur la prohibition et à la fois sur la situation des Noirs, puisque Irving Scott, bien qu'étant un sudiste, un habitant du sud des États-Unis, n'était visiblement pas un gros raciste qui pensait que les Noirs étaient inférieurs. Donc je voulais quand même mettre en avant cette nuance-là, tout en vous présentant la nouvelle Fichhed. Que je n'irai jamais. Ouais. Dans les influences, en fait, là on vient de parler des influences littéraires, mais il faudrait aussi parler des influences conceptualo-mythologiques, puisqu'en fait Dagon, la créature qu'on voit, semble inspirée de ce que Joshi lui-même appelle le dieu philistin, mi-homme, mi-poisson. Sauf qu'en fait, ce dieu philistin, mi-homme, mi-poisson, présenté tel quel en tout cas dans la Bible hébraïque, en fait, pas du tout quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Dagon était un dieu sumérien. Enfin, c'est là que ça se complique. Parce que chez Sumer, il y avait Enlil, qui serait en fait l'équivalent de Dagon. Mais un coup on dit c'était un dieu des Philistins, un coup on dit c'était un dieu des Cananéens. Je vous avoue que je ne me suis pas lancé dans une archéologie complète du truc, parce que Sumer, c'est un truc très compliqué. Toutes les nuances, toutes les peuplades, etc. Mais en gros, il y avait un Dagon qui avait un culte. Le centre culturel principal de ce culte était à Tutul, je ne sais pas comment on se dit, qui correspond à l'actuel territoire du gouvernorat de Raqqa en Syrie. Donc un gouvernorat, c'est un peu comme une région en France, puisqu'ils ont l'équivalent des préfets, quoi. Voilà. Donc voilà, et en fait le culte varie un petit peu selon les villes. Il avait lieu aussi à Ebla, Mari ou Emar, donc tout ça c'est des trucs qui correspondent basiquement à la Syrie actuelle. Et donc en fait, il y avait le panthéon araméen, enfin bref, c'est un peu le bordel, et clairement, si vous trouvez que le Proche-Orient actuel c'est compliqué, la Mésopotamie c'est compliqué aussi. Mais en tout cas, il y a, semble-t-il, une équivalence, parce qu'on a retrouvé un texte archéologique dans des fouilles je crois que c'est à Ebla justement, qui est une liste en fait de pères de dieux, genre à qui correspond quoi chez les voisins, enfin voilà. T'as aussi les listes des concubines, enfin c'est un truc bizarre. D'ailleurs, le nom du texte c'est littéralement An égale Anu, donc AN, signe égale ANU, c'est comme ça qu'il est présenté sur la page wiki. Et donc Dagon serait en fait l'équivalent de Enlil, le fameux dieu sumérien Enlil, qui est un dieu très important, puisque dans la mythologie sumérienne, c'est basiquement l'équivalent de ce que serait Jupiter. C'est-à-dire que c'est plus le père des dieux que le dieu des dieux, puisque Enlil a un papa qui s'appelle An, donc il fait partie des 7 super dieux, qui sont justement soit An lui-même, sa concubine, enfin son épouse, et leurs enfants. Donc An étant l'équivalent de, certains diraient peut-être Chronos dans la mythologie grecque, et sa concubine étant l'équivalent de Gaïa chez les Grecs, les Romains. Voilà, j'essaie de faire des équivalences simples. Mais pareil, le culte d'Enlil, il va évoluer au fil du temps, mais il fera partie vraiment des 4 dieux les plus importants, avant que le culte sumérien, sous l'influence des Akkadiens notamment, devienne un peu plus finalement patriarcal, au sens, disons, peut-être pas monoïlâtre, mais on sent qu'on commence à se rapprocher. Il y aura clairement une modification du dogme, de ce que j'ai compris en survolant la page wiki. Et si vous voulez en savoir plus sur Sumer, je vous conseille un excellent livre qui s'appelle L'Histoire commence à Sumer. Pas si excellent que ça, parce que c'est un peu redondant, comme beaucoup de livres de non-fiction et de vulgarisation états-uniens, mais c'est quand même très sympa. Et ça permet notamment de voir que les impôts et le fisc existaient déjà à l'époque de Sumer. L'école, les châtiments corporels. Les devoirs. Exactement, il y a tout un passage sur l'école, les devoirs, la punition, etc. Donc c'est très intéressant pour voir que finalement en 4000 ans, enfin en 5000 ans, enfin non parce que c'est 4000 avant Jésus-Christ, donc en 6000 ans, on n'a pas beaucoup évolué finalement. Et rappelons que les Sumériens sont soupçonnés d'avoir inventé la première écriture au monde avec leur écriture cunéiforme, notamment dans le but de faire de la comptabilité, voilà. Et c'est une lecture aussi très sympathique pour ceux qui aiment la SF et qui voudront après lire Snow Crash, ou qui ont déjà lu Snow Crash et veulent un petit supplément universitaire sur le sujet. Tout ça pour dire qu'en fait, dans la mythologie sumérienne, Dagon n'est absolument pas mi-homme, mi-poisson. Il est anthropomorphe et il a un chariot et une masse. Voilà. Donc, rien à voir en fait. Mais comme il semblerait qu'on ait compris en fait tout ça assez récemment, parce que notamment les découvertes qu'on a fait à Sumer, il me semble que c'est plutôt après la Seconde Guerre mondiale, en termes archéologiques. Donc évidemment, Lovecraft ne pouvait pas les comprendre. Ce qui m'amène à ce que dit Joshi sur la nouvelle,
Est-ce que tu as une question, est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur Dagon, le dieu, etc. Non, pour moi c'est bon, c'est une divinité que je connaissais pas du tout avant de m'intéresser à Lovecraft et à laquelle je vais pas particulièrement m'intéresser du coup pour des raisons évidentes. Mais... peut-être la version sumérienne qui n'est pas mieux mi-poisson du coup. Peut-être. Ok, toujours est-il que Joshi fait remarquer deux choses. La première chose qui vous fait remarquer, c'est en fait le parallèle en quelque sorte avec The Tomb. J'en avais moi-même parlé en fait à l'épisode précédent sur le fait que The Tomb commence par quelqu'un qui est interné. Du coup, on peut douter de son témoignage, de la véracité de son témoignage. Dagon commence par quelqu'un qui est morphinomane et va se suicider. Du coup, on peut douter de la véracité de son témoignage aussi. Mais Joshi, plus précisément, fait remarquer qu'on a moins d'exploration en fait de la psychologie du narrateur dans Dagon que ce n'est le cas avec Gervase Dudley dans The Tomb. Et en fait, il explique ça parce que pour lui, c'est essentiel d'établir que avant les événements, le narrateur de Dagon était parfaitement rationnel. Voilà. L'idée étant que c'est bien sa rencontre avec le monstre qui l'a rendu fou. Et contrairement à Dudley dans The Tomb, où on nous pose déjà qu'il a un tempérament fragile. Là encore, grosse projection de Lovecraft dans The Tomb, ce qui n'est pas le cas dans Dagon. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est plus qu'une remarque, c'est une très belle citation. Joshi nous dit... Si l'influence stylistique générale de Poe est encore évidente, alors nous sommes néanmoins face à un Poe substantiellement mis à jour, dans une histoire dont la densité idiomatique ne doit en aucun cas être assimilée à l'archaïsme de l'idiome. En effet, la mention de l'homme de Piltdown, découvert entre guillemets aussi récemment qu'en 1912, alors pourquoi entre guillemets, parce que l'homme de Piltdown en fait c'était un hoax. C'est un mec qui a prétendu avoir découvert un fossile, mais ça n'existe pas. Mais à l'époque, évidemment, on ne pouvait pas le savoir. La mention donc de l'homme de Piltdown, découvert aussi récemment qu'en 1912, préfigure ce qui deviendra une caractéristique de la fiction de Lovecraft, sa contemporanéité scientifique. Nous constaterons qu'il arrivera à Lovecraft de réviser une histoire au dernier moment, afin d'être aussi à jour que possible sur la véracité scientifique de son récit. En fin de compte, ce type de réalisme est devenu un élément central de la théorie de l'étrange de Lovecraft, et l'a également conduit à l'accomplissement d'une union entre le conte surnaturel et le domaine naissant de la science-fiction. Dagon lui-même pourrait être considéré comme de la proto-science-fiction, dans la mesure où les phénomènes du conte ne défient pas tant notre conception de la réalité qu'ils ne l'étendent. On approche de la fin de ce podcast et je voudrais juste souligner quelques points d'intérêt qu'on n'a pas encore évoqués jusqu'ici au sujet de la nouvelle. D'abord, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on parle du fait que la créature hybride mi-poisson préfigure tout ce qui est relatif au mythe de Cthulhu, au mythe de Cthulhu, diront certains, avec le côté créature amphibie qu'on trouve dans l'appel de Cthulhu, hybridation homme-poisson qu'on trouve dans Shadow over Innsmouth, effectivement. Mais on a carrément même le motif de l'île volcanique émergée des flots, qui est au cœur de l'appel de Cthulhu et qui apparaît déjà là. C'est d'ailleurs amusant qu'une fois secouru, le marin, on lui dise « Ah non, mais il n'y a pas eu d'île, pas eu de tempête, quoi que ce soit, non, c'est dans tes rêves ». Alors que, on est en 1917, on n'a pas cartographié parfaitement toute la planète, donc, et si c'est un truc qui vit sous les eaux et qui sort une fois tous les 500 ans, voilà, a priori, ça peut passer à la trappe. Donc on a ce motif de l'île qui émerge des flots, qui préfigure l'appel de Cthulhu, au-delà du côté mi-poisson. On a encore quelque chose qui préfigure l'appel de Cthulhu, mais qu'on va trouver dans plein d'autres nouvelles, qui est la notion d'une civilisation préexistante à l'homme. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on va trouver dans les montagnes hallucinées, par exemple, quelque chose aussi qu'on va trouver dans l'abîme du temps, par exemple. Et encore un motif d'ailleurs qu'on trouvera dans d'autres nouvelles, c'est tout simplement celui de l'exploration, parce qu'en fait, même si là la nouvelle est très condensée, comme tu le faisais remarquer, c'est très court, et on a un lent et long descriptif avec de l'ambiance avant un très bref paroxysme. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette idée du mec qui se retrouve sur un territoire inconnu et qui décide de l'explorer, en fait, ça préfigure un peu ce qu'on va avoir dans les montagnes hallucinées avec ces gens qui vont explorer le pôle sud, je trouve, en fait. Tu vois. Et d'ailleurs, il fait une remarque à un moment. Il dit qu'il avait l'émerveillement, enfin, que si c'était pas aussi glauque et répugnant, il aurait eu l'émerveillement de l'archéologue et du zoologiste. Ouais. Donc, on a encore ce clin d'œil scientifique, cet appétit pour la connaissance. Et d'ailleurs, c'est un autre point important de l'œuvre de Lovecraft. Enfin, Dagon préfigure du coup un autre motif récurrent qui est la connaissance qui rend les gens fous, la connaissance de l'innommable et de l'indicible qui est insoutenable pour le protagoniste. C'est vraiment la première fois qu'on a ça, puisqu'on n'avait pas ça dans Beast in the Cave, on n'avait pas ça dans The Alchemist, et on n'avait pas non plus ça dans The Tomb. Donc vraiment, Dagon est une nouvelle séminale pour plein de points. Puis c'est aussi la première fois qu'il essaie de se faire aider de quelqu'un pour ses recherches.
Ah oui, il va consulter Voilà, il va un consulter anthropologue, c'est ça? Ou un linguiste? un éthologue, non? Un ethnologue. Un jour, j'ai rencontré un célèbre ethnologue que mes questions sur l'antique légende philistine du Dagon, le dieu poisson, amusèrent. Mais je m'aperçus bientôt que ce savant était désespérément conventionnel et j'arrêtai là mon enquête. Ce qui m'a fait penser à The Tomb, quand il dit que le savant est conventionnel, ça me fait penser à cette tirade sur les gens ordinaires qui ne sont pas capables d'aller voir au-delà des apparences et qui ne comprennent pas les rouages de l'esprit. On retrouve quand même, en fait, autant Lovecraft est vachement moins présent dans Dagon qu'il ne l'est dans The Tomb, autant il saupoudre de son prisme, en fait, et de son regard sur le monde. Un mot de la fin? Méfiez-vous des bulots. Non, un vrai mot de la fin, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous n'avez pas du tout jeté un œil à son travail, je vous conseille la version de Gutanabe, qui est du coup la version transposée en manga. Donc c'est un tome qui compte Dagon et dans l'abîme du temps, je crois. Non, c'est pas Dagon et le Molos, plutôt? Non, il me semble vraiment pas, mais... Ok, je viens de dire une bêtise, peut-être. Parce que je crois que je viens de... Ouais, Mais- Celui qui hantait les ténèbres et Dagon, par Gutanabe. Ah oui, alors, sachant qu'en plus, celui qui hantait les ténèbres, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est ça, donc voilà, c'est un tome double, parce que sinon, ça valait pas le coup de sortir Dagon juste dans cette édition-là, puisque ce sont des très jolies éditions. Kihun fait un vrai super travail là-dessus, avec des éditions façon cuir, dans des jolies couleurs, le papier est de qualité, l'ancrage aussi est vraiment bien respecté, les noirs sont très profonds, donc c'est vraiment des ouvrages que je vous recommande. Alors, couleur pour la couverture, hein, bien sûr, puisque c'est du manga, donc c'est en noir et blanc. à Oui, bien l'intérieur, sûr, je précise. la couverture cuir est en couleur, mais effectivement, l'intérieur, non. Merci pour cette recommandation. Mais je t'en prie. J'ai l'impression que cet épisode est anormalement court par rapport à ce à quoi on vous a habitué. Mais je vous remercie quand même d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Vos retours sont les bienvenus à lovecrafttherapypodcast@gmail.com. Je ne sais pas quand le prochain épisode sortira parce que malheureusement j'ai beaucoup de travail et ce podcast me demande beaucoup de temps. Le montage de The Tomb par exemple m'a pris à peu près une dizaine d'heures, un peu moins, 8 ou 9 heures je crois. Je chronomètre tout. Ce que je fais pour savoir quelles sont les charges horaires des différents projets sur lesquels je travaille. Donc malheureusement je ne peux pas vous donner de date. J'espère que d'ici 2 mois vous aurez un épisode qui sera donc consacré à ce qui est peut-être une des nouvelles les plus étranges de Lovecraft, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. Une nouvelle intitulée A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson. Je n'en dis pas plus. Je sais vraiment pas comment on va s'en sortir avec cet épisode. Je vous le cache pas, pour avoir lu la nouvelle déjà, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas comment ça va se passer. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'après on part sur des choses un peu plus classiques comme Polaris, la transition de Juan Romero, et plein de petites perles que j'adore. Merci pour votre soutien. On a eu plus de 100 téléchargements en moyenne par épisode depuis que ça a commencé. Je compte pas le trailer, hein, je compte l'épisode 1 sur Beast in the Cave, l'épisode 2 sur Alchemist, l'épisode 3 sur The Tomb. Donc ce sont des très beaux chiffres pour un podcast qui fonctionne uniquement sur le bouche à oreille et grâce au post Instagram alimenté par Audrey. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Merci aussi si vous avez envie de partager votre découverte du podcast à vos proches, aux gens susceptibles d'aimer Lovecraft ou d'aimer le découvrir. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Bien au-dessus de crimes nationaux tels que les... ça commence, putain. Tu veux que je la lise? Non, ah, putain. Un homme se prépare au suicide car il ne supporte plus sa laine situation. Tu vas vraiment dire ça? Non.